Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18 décembre 2025 et notre cher ami, notre frère Andrei Martianov est avec nous. Bienvenue Andrei. Avec plaisir. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime. Vous pouvez suivre Andrei Martianov sur sa chaîne YouTube, Smoothie X12, même nom, Andrei, Smoothie X12. Vous pouvez également consulter son site web juste en dessous de son nom et le suivre là-bas aussi. Permettez-moi de commencer, Andrei, par ce qui se passe en Europe. Une sorte de chaos, comme toujours. D'un côté, il y a les Britanniques et les Allemands, et de l'autre, on voit Orban en parler. Je vais passer deux extraits, l'un du chef d'état-major britannique et l'autre d'Orban, afin de voir la différence entre leurs points de vue. Le bilan de la Russie montre la volonté de Poutine de cibler les États voisins, y compris leurs enfants et leur population civile. La direction russe a clairement indiqué qu'elle souhaite défier, limiter, diviser et, en fin de compte, détruire l'OTAN. Une nouvelle ère pour la défense ne signifie pas seulement que notre armée et notre gouvernement se mobilisent, comme c'est le cas. Cela signifie que toute notre nation doit se mobiliser. Et pour y parvenir, nous devons contribuer au débat national et porter ces questions sur la place publique. Tout comme avec nos alliés dans de nombreux pays. Oui, voici Orban, et on peut voir une idée totalement différente de ce qui se passe. Il y a eu une illusion soutenue par beaucoup d'entre vous au cours des 2 ou 3 dernières années. Avec les politiciens libéraux et les bureaucrates de Bruxelles, vous avez créé l'idée qu'il était possible de financer la guerre en Ukraine sans prendre d'argent dans les poches des citoyens de l'Union européenne. C'était une tromperie. Vous avez été trompés. Je veux dire, les Occidentaux, vous avez été trompés. En Europe centrale, personne n'a pris cela au sérieux. Nous ne sommes pas stupides. Nous pensons que si vous voulez financer une guerre, vous devez la payer. Il y a eu une illusion créée par les dirigeants et acceptée par vous, celle qu'il serait possible de financer la guerre et la reconstruction en Europe sans prendre d'argent dans les poches des citoyens européens, simplement en utilisant les soi-disant avoirs gelés. C'est une illusion. Vous allez en payer le prix. Nous allons tous en payer le prix. C'est une mauvaise stratégie, une énorme erreur, et nous en paierons toutes les conséquences. Ce pourquoi je me bats, c'est pour que les Hongrois restent en dehors de cette folie et de cette stratégie insensée. Je veux défendre les intérêts des Hongrois. Ne payez pas, ne contribuez pas à la somme que Bruxelles veut envoyer à l'Ukraine. Je m'oppose fermement à l'envoi d'argent hongrois à l'Ukraine. Oui, on voit deux points de vue totalement différents sur ce qui se passe en Ukraine. Un camp se prépare à la guerre, comme ils en parlent, et l'autre considère toute cette politique comme une folie totale. Et toi, Andrei, penses-tu que l'Europe est en train de se diviser d'une certaine manière entre l'Est et l'Ouest? Parce qu'Orban parlait en ce sens. Eh bien, ça arrive un peu. Oui, la partie orientale est plus traditionnelle. Ils n'ont pas complètement perdu la tête. L'Europe occidentale, comme Vladimir Poutine l'a justement expliqué hier, ce sont des sous-ports. Ils ne méritent même pas d'être appelés de vrais grands ports adultes. Ce sont des sous-ports. Et surtout, si l'on considère le fait que ce maréchal de l'air du Royaume-Uni, le Royaume-Uni n'a plus de véritables forces armées, c'est une plaisanterie, tout comme leur formation militaire, en particulier le corps des officiers. Il a sous son commandement environ 140 avions de combat, dont la moitié ne peut même pas voler. Voilà ce que ce type commande, en somme. Donc oui, il fait ces grandes déclarations grandiloquentes. Il ne sait même pas ce qu'est le combat aérien moderne. Aucun d'eux ne le sait.
Et donc oui, ils doivent, encore une fois, écoutez, ça va sembler dans ma vidéo d'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'organisations russes que je n'aime pas. Je ne les aime pas du tout. Je veux dire, je sais qui sont ces gens, je sais à quel point ils sont peu professionnels. Et de temps en temps, ces gens produisent en fait une déclaration sensée. Par exemple, si vous regardez Valdai, qui n'est rien d'autre qu'une tribune pour Vladimir Poutine, ou quelqu'un du premier cercle, pour ainsi dire, de l'échelon politique russe, ils y vont et font des déclarations en l'utilisant comme plateforme. Mais même l'un de ces types, Bartoshov, je veux dire, c'est un politologue. Cela veut dire qu'il n'a pas une vraie formation. Et soudain, hier, il sort cette idée et il affirme correctement que tout ce que fait l'Europe, c'est de l'imitation. Ils imitent l'activité. Ils imitent le fait d'avoir, vous savez, des forces armées. Ils imitent le fait d'avoir une certaine capacité industrielle ou la possibilité de soutenir quelque chose. Non, ils ne l'ont pas. Donc, toutes ces choses ne sont que ces régimes qui se battent pour leur survie. Les Européens les laisseront survivre. Je n'ai plus confiance dans les Européens de l'Ouest. Ils se contentent de tout, peu importe quoi. Je veux dire, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent complètement, vous savez, à faire la queue aux soupes populaires pendant que leur soi-disant classe supérieure vit à leurs dépens et continue de bien vivre. C'est pour cela qu'ils se battent. Pour rester riches, rester élus, profiter de la vie telle qu'ils la conçoivent. Et oui, ce maréchal de l'air, ou peu importe. Monsieur Narishkin, le directeur du SVR, le service de renseignement extérieur, a parlé aujourd'hui avec Madame Trevelyan, qui est la nouvelle directrice du MI6, le service secret de renseignement du Royaume-Uni. Et comme Narishkin lui-même l'a dit aux médias, c'était une longue conversation. Je peux vous dire de quoi il s'agissait. Tout tournait autour de ce Vovorgno. Si cela continue, la seule chose dont ils sont capables au Royaume-Uni, c'est le terrorisme. Sabotage, terrorisme, meurtre de civils. C'est à peu près l'étendue de leur capacité militaire. Et le terrorisme est l'arme des faibles. C'était donc essentiellement un avertissement à son intention. Nous savons, et les Russes savent, qui se cachent derrière les actes terroristes, y compris certains très médiatisés en Russie. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Et oui, ils peuvent continuer à avancer ces déclarations grandioses. Mais ce sont, comme Vladimir Poutine l'a justement dit, des supports. Et un support n'est pas un porcelet. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ils le traduisent à tort par porcelet. Un porcelet, c'est celui qui vient juste de naître, vous voyez. Non, un support est un cochon âgé de 4 à 9 mois qu'on nourrit intensivement pour qu'il prenne beaucoup de poids. C'est donc une sorte d'étape intermédiaire entre le porcelet et le cochon adulte. Voilà ce qu'ils sont, des cochons de milieu de parcours, d'accord? Donc des porcelets. Et c'est ainsi que les Russes les voient maintenant. C'est exactement ce qu'ils sont. Mais l'argument, c'est que les Européens imitent. Mais qui imite-t-il? Quel était le but avec ce type à Valdai? Non, c'est un point juste, je suis d'accord. J'y souscris, parce qu'ils imitent. La Grande-Bretagne imite le fait d'être une grande puissance, qu'elle est loin d'être. Ils prétendent avoir des troupes, ils en ont pas. Et même s'ils en ont, ces troupes sont des kamikazes. Ils imitent le fait d'avoir des armées. Ils imitent le fait d'avoir des états-majors, comme je l'ai déjà dit. Regardez l'Allemagne, c'est un pays qui devient l'imitation de lui-même, vous savez. La France n'existe plus dans aucun sens national. Et devinez quoi? Ces Français, si lors de la prochaine élection on leur propose quelqu'un d'encore pire que Macron, ils iront voter pour lui. Voilà ce qu'ils imitent, la démocratie, la culture. L'Europe, dans son sens civilisationnel, n'existe plus. L'Europe, surtout l'Europe occidentale, telle qu'elle existe aujourd'hui, n'est pas la civilisation européenne. C'est essentiellement un groupe d'élites corrompues qui ont trahi l'Occident classique,
avec toutes ses imperfections. Mais encore une fois, écoutez, ce n'étaient pas seulement les chrétiens blancs qui pratiquaient l'esclavage ou le génocide. Devinez quoi? L'Afrique, le sous-continent. Ils savaient bien le faire aussi, vous savez. Donc ce n'est pas seulement ça. C'est juste que les Européens étaient plus avancés. Il y avait une raison à cela. Mais le fait est que tout cela n'est plus qu'une imitation. En réalité, c'est une façade. Et écoutez, j'écris là-dessus depuis une 2e décennie maintenant. Même les États-Unis, c'est de l'imitation. En grande partie, vous savez. Et donc, tout cela revient en quelque sorte à le magicien d'Oz. Ne faites pas attention à l'homme derrière le rideau. Voilà ce que c'est. De la poudre aux yeux, tout ce théâtre d'illusions. Mais la réalité, surtout pour l'Europe occidentale, est terrible. C'est fini. Cette civilisation est terminée. Et donc, c'est une longue histoire, vous savez, et certaines choses ne peuvent pas être dites, elles ne peuvent qu'être suggérées. Parce que si je disais ce que, par exemple, Vladimir Poutine dit, et ce qui est fortement sous-entendu, il y aurait une raison à cela, à Washington, D.C., et dans les capitales d'Europe occidentale. Car évidemment, l'objectif stratégique de la Russie dépasse un peu la simple défaite de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Occident unifié, qui n'est plus vraiment l'Occident, mais vise des enjeux bien plus vastes. Et c'est de nature mondiale. Et cela touche à ce qui constitue, eh bien, le fondement même de la civilisation. Mais certaines descriptions des facteurs qu'on ne peut pas énoncer ouvertement ne sont qu'impliquées. Pourtant, ceux qui savent, eux, comprennent. Andrei, il semble que Kirill Dmitriev se rende à Miami pour discuter avec Steve Veskov. Mais selon toi, cette idée d'accorder à l'Ukraine une garantie de sécurité, un peu comme l'article 5 de l'OTAN, quelle serait la position de la Russie si cela était évoqué? Il semble que la Russie n'en soit pas satisfaite. Non, écoutez, encore une fois, soyons très clairs, parce qu'on ne peut pas continuer à tourner autour du pot. Écoutez, Larry a aussi écrit à ce sujet hier. Ils peuvent continuer à parler autant qu'ils veulent. C'est comme l'a justement dit Doug McGregor. Il parle de tarte aux pommes sans pommes. Tant que la Russie ne dit pas oui, il ne se passe rien. Point final. Ce n'est qu'une imitation d'activité. C'est Trump, comme Larry l'a écrit hier. C'est la diplomatie à la manière de Trump, ce que bien sûr aucun d'entre eux ne comprend. Très probablement, le département d'État ne la comprend pas. Il a été complètement vidé de sa substance par des idéologues et les icônes des va-t-en-guerre. Donc oui, les États-Unis n'ont pas de diplomatie au sens fonctionnel du terme. Elle n'existe pas non plus, évidemment, en Europe, parce que c'est juste un panoptique, c'est ce que c'est. Alors ils peuvent discuter de ce qu'ils veulent. Dmitriev va venir, c'est un envoyé, il reçoit simplement des instructions sur ce qu'il doit dire, et voilà, tu vois. Et s'il continue à jouer à ces petits jeux, très bien. Et encore une fois, tout le monde s'en fiche. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attaquer la Russie. Bonne chance avec ça. Ils n'ont pas les ressources. Ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont rien du tout. Tu sais, la seule chose qu'ils ont, c'est les médias. C'est tout. Et ça a toujours été comme ça. Tu sais, mec, ne fais pas attention à l'homme derrière le rideau vert. Et oui, en gros, on discute d'un « il a dit, elle a dit ». Juste du vent, ces faibles décibels de leur voix à propos de quelque chose qu'ils ne peuvent même pas influencer. Genre, je suis Superman, d'accord? Vas-y, réfute-moi. Je te dis que je suis Superman. Non, je suis Napoléon, tu vois? C'est comme si on parlait de ce que Tchekhov a écrit, Pavillon numéro 6. Laisse-les parler. Andrei, voici ce qu'a dit le secrétaire général de l'OTAN. Il veut s'assurer qu'après un accord de paix, s'il tente d'attaquer à nouveau l'Ukraine, la réaction sera dévastatrice.
Et c'est exactement ainsi que nous concevons ces garanties de sécurité. Alors, essayons d'interpréter ce dont il parle, Andrei. À la suite de tout accord en Ukraine, il ne doit plus rien rester de l'OTAN là-bas. Ouais, encore une fois, on ne parle pas d'emploi. Rudy est un idiot certifié, un idiot pathétique. Ce ne sont que des mots. Tu sais, on parle des ondes radio, pour ainsi dire. La compression de l'air qui sort quand je parle en ce moment. Je produis des ondes, évidemment. Tu le sais, tu es ingénieur, tu comprends toutes sortes de choses. Ce n'est que la vibration de l'air, une imitation, c'est tout. C'est qui ce Rudy, au juste? Qu'est-ce que l'OTAN? Que peuvent-ils faire? On les a présentés comme des tigres de papier. Il n'y a rien derrière. Ouais, comme ce maréchal de l'air. Oh, j'ai 148 avions de combat. La moitié, voire plus, ne volent même pas. Ils servent à cannibaliser pour les pièces détachées. Alors il peut dire ce qu'il veut. Ces déclarations grandiloquentes pleines de pathos. C'est une réaction un peu surprenante. Avec quoi? C'est bien ça la question. Avec quoi? Quoi? L'armée néerlandaise? La marine norvégienne? Mon Dieu. La Bundeswehr, qui s'entraîne avec des silhouettes en carton à la place des fusils depuis, 10 ans maintenant? Enfin, on ne cesse d'en parler, tu sais, ce théâtre kabuki. Il n'y a rien derrière. L'Europe n'a rien. Militairement, elle est impuissante. Elle a quelques structures qui ressemblent vaguement à des forces armées. La seule véritable force ayant un poids stratégique en Europe, c'est la France, parce qu'elle dispose d'une dissuasion nucléaire indépendante. Et ils doivent vraiment prier Charles de Gaulle. Mais ils ne le feront pas, parce qu'ils détestent Charles de Gaulle. C'était le dernier véritable héros, et tu sais, le dernier vrai Français. Ils n'ont plus d'hommes en France. D'accord? Leurs forces armées sont une blague. Leur armée de l'air est une blague. D'accord? Donc tout est une blague. Des forces lilliputiennes. Ils font semblant de pouvoir mobiliser des gens. Très bien qu'ils en mobilisent 2 millions. Le temps qu'ils y arrivent, l'Europe aura cessé d'exister. Ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Tout cela, c'est de la communication. C'est surtout chez les Européens du lavage de cerveau. Je veux dire, la plupart d'entre eux le sont. Donc oui, bien sûr, si la Russie doit le faire, elle le fera. Et ça veut dire quoi? Que l'élite politico-militaire européenne cessera d'exister. Physiquement. Ils estiment que le seul obstacle que l'Europe perçoit en Ukraine, c'est Donald Trump lui-même et son administration, Andrei, car nous savons que la division entre Européens et Américains s'accentue. Et Zelensky, d'ailleurs, quand il parle, j'entends la voix de l'Ukraine. Ces responsables politiques en Europe, que pensent-ils de l'avenir du conflit? Voici ce qu'a dit Zelensky. À mon avis, ce qu'il évoque est très inquiétant. Les États-Unis ont leur politique. Ils ne nous voient pas dans l'OTAN pour le moment. Tout dans nos vies est pour le moment. Peut-être que cette position changera à l'avenir. Peut-être que quelqu'un finira par comprendre qu'une armée ukrainienne forte renforce l'OTAN et non l'inverse. Les politiciens changent. Certains vivent, d'autres meurent. C'est la vie. Il dit simplement qu'en 2029, Donald Trump ne sera plus là et que nous reviendrons à la même situation. Oh mec, c'est la seule chose qu'ils savent faire. Ce sont des idiots. Encore une fois, il faut comprendre. Si tu regardes de près l'OTAN, si tu regardes de près leur armée, leur corps d'officiers, le corps d'officiers moderne, ces gens sont des imbéciles. Leurs officiers sont une blague. La seule façon dont ils pouvaient soutenir l'Ukraine, c'était par l'intermédiaire des États-Unis, qui fournissaient l'essentiel du soutien. Et en gros, les États-Unis en sont venus à manquer, parce qu'ils n'ont plus rien. Donc encore une fois, on parle de fous. On parle de gens qui sont, tu vois,
C'est comme Norma Desmond dans Boulevard du Crépuscule. Voici mon gros plan. Quand elle descend les escaliers et que les médias sont déjà là et que la police s'apprête à l'arrêter. Donc, leurs généraux sont des idiots. Ce sont des crétins incompétents, d'accord? Ils ne comprennent pas l'équilibre des pouvoirs. Ils sont totalement incompétents. Ils sont ignorants. Regardez leurs académies militaires. C'est une plaisanterie. Alors, qu'attendez-vous? L'effondrement de toute forme d'expertise a commencé en Europe il y a longtemps. Et maintenant, comme je l'ai déjà dit, supprimez quelques obstacles aujourd'hui et la France cessera d'exister comme un État normal. Elle se désintégrera. Nous savons comment elle se désintégrera. Il en va de même pour le Royaume-Uni. Ils ont tout gâché à un point tel qu'il n'y a plus de retour possible. Et militairement, encore une fois, ils ne sont rien. S'ils en décident ainsi, les adresses, et je vais être très franc avec vous, les adresses de ces gens, littéralement leurs adresses personnelles, les bunkers où ils voudront se cacher, cela ne les sauvera pas. Ils vont tous se faire tuer. Ils ne comprennent pas ça parce qu'ils n'ont jamais affronté quoi que ce soit de réel dans leur vie. Ce sont tous ces types louches issus de prétendues universités d'élite qui n'ont jamais eu un vrai travail. Ce sont des politiciens qui ne savent faire qu'une seule chose, rester élus. Et maintenant, ils ont cette peur parfaitement justifiée de pouvoir perdre ce pouvoir, ainsi que la richesse qui l'accompagne, sans parler de leur famille et de leurs admirateurs. Ils sont sous contrôle. Non, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la guerre. Ils ne comprennent pas ce qu'est un indice composite de capacité nationale. Ils ne comprennent pas ces choses-là. Toi, tu les étudies. Vous étudiez de véritables académies militaires. Vous les étudiez dans des institutions sérieuses. Et qu'est-ce qu'une institution sérieuse? La Russie, le Royal United Services Institute, c'est une plaisanterie. Chatham House, regardez ces gens. Ce sont des imbéciles. Ils ne comprennent pas les choses fondamentales, les choses technologiques, les choses militaires. Et l'armée est la première dérivée de la puissance industrielle, scientifique et manufacturière de l'État. Alors, puis-je dire qu'ils vivent avec ça? Mais encore une fois, surtout après que Vladimir Poutine a déclaré son intention, nous savons tous qu'il n'y a rien qui puisse l'arrêter si les Russes décident de les éliminer, s'ils franchissent complètement les lignes rouges. Et ils ne feront rien. Bon, hier, Vladimir Poutine a déclaré que les missiles Oreshnik sont prêts à être déployés, c'est-à-dire à être utilisés d'ici 2 semaines. Ils vont les fournir. Andrei, vois-tu un scénario dans lequel la Russie aurait réellement besoin de les utiliser? oui. Encore une fois, n'oubliez pas, le RS-28 Sarmat, qui arrive, enfin, non, il n'arrive pas, il est déjà en service. C'est juste qu'il reste encore un certain nombre de procédures à déclarer, mais il n'est pas seulement en capacité opérationnelle initiale, ce qu'il était depuis des mois. Non, il est déjà en service de combat. Une partie, évidemment, se trouve en Biélorussie, et M. Loukachenko, le filou qu'il est, essaie d'en tirer le mérite, mais personne ne le laissera approcher de ces systèmes d'armes. C'est un système d'armes russe contrôlé par les forces nucléaires stratégiques qui, soit dit en passant, ont récemment célébré leur fête professionnelle. Mais l'essentiel, c'est qu'il est déjà en service, en première ligne. Et nous ne savons pas combien. Nous savons qu'il y a au moins un régiment, au minimum. Alors, combien de lanceurs encore? Ce sont des technologies entièrement nouvelles. Oui, l'Oreshnik n'est qu'un parmi d'autres. Beaucoup de gens, pour une raison ou une autre, se concentrent sur l'Oreshnik, mais il existe plusieurs autres moyens que la Russie peut utiliser sans même recourir à des ogives nucléaires. L'Oreshnik peut, eh bien, vous avez vu vous-même ce qui est arrivé à Dnepropetrovsk. Nous attendons toujours les images satellites de l'OTAN qui disent « Oh, rien, il ne s'est rien passé là-bas ». Donc oui, même sans ogive nucléaire, il peut en gros percer.
Nous savons qu'il pénètre extrêmement profondément dans le sol. Et donc oui, cela pourrait être utilisé sous une forme purement conventionnelle ou avec des explosifs conventionnels puissants ou bien sûr avec une ogive nucléaire. Et encore une fois, ce n'est qu'un parmi d'autres. Il ne s'agit pas d'un seul système. Même s'ils ont leur importance, ils font partie du système plus vaste de défense russe, à la fois des capacités offensives et défensives. Et oui, la Russie utilise déjà des S-500. La Russie exploite toutes sortes de systèmes avancés et de nouveaux types d'armes sont mis en service littéralement chaque mois. N'oubliez pas, il existe d'autres moyens de faire passer le message si cela devient nécessaire. Et encore une fois, un certain nombre d'entre eux ne seront même pas dotés d'ogives nucléaires. Le Royaume-Uni est en train de construire un dôme de fer, André. Tu sais, chaque fois que quelqu'un parle d'un dôme de fer ou d'un système similaire, comme celui que nous avons en Israël, on voit bien que le pays ne cherche pas l'amitié, le partenariat ou la coopération. Il se prépare à la guerre. Nous le savons. D'après l'expérience d'Israël, ces partenariats ont tendance à engendrer davantage de conflits. Il suffit de regarder les guerres au Moyen-Orient. Mais en ce qui concerne le Royaume-Uni, pourquoi aurait-il besoin d'un dôme de fer s'il n'y a pas de guerre en Europe, s'il n'y a pas d'ennemis en Europe? Supposons qu'ils construisent un système de défense aérienne semblable au dôme de fer. Quelle efficacité cela pourrait-il vraiment avoir? Zéro. Cela ne peut pas déjà être efficace. Donc d'abord, le dôme de fer. Je veux dire, qu'est-ce que le dôme de fer? C'est essentiellement un système israélien de courte portée conçu pour intercepter des missiles balistiques lents, enfin des missiles de type Katyusha, qui suivent une trajectoire balistique classique. Vous savez, il est lancé, passe par la phase de propulsion, s'éteint comme tout missile balistique, puis suit une trajectoire facilement prévisible. C'est ainsi qu'il fonctionne. Et même là, ils échouent. Je veux dire, oui, il peut probablement intercepter une roquette Katyusha à Mach 0,9, peut-être Mach 1,1, fabriquée à partir d'un tuyau d'eau, vous savez, par des groupes du type Hamas ou autres. Mais en réalité, face à la technologie moderne des missiles, ils sont inutiles. Pas d'Hamas en Europe. Eh bien, ils pensent que, d'une certaine manière, oui, tout cela n'est encore qu'une imitation. Il n'existe aucun système, même dans un avenir prévisible, dans l'ensemble de l'Occident et de l'OTAN, y compris les États-Unis, capable d'intercepter une salve de missiles supersoniques. Oubliez les hypersoniques, ils n'ont rien pour les intercepter. Et nous parlons de toutes sortes d'armes hypersoniques, allant des planeurs comme l'Avant-Garde, qui peut en réalité voler, même sans ogive nucléaire, d'une mégatonne. L'impact d'un seul avant-garde conventionnel pourrait être dévastateur, car on parle de Mach 27. Autrement dit, nous considérons évidemment l'énergie cinétique qui varie directement avec le carré de la vitesse. Donc c'est pareil pour le zircon. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas l'intercepter. Ils ne peuvent pas intercepter une salve d'armes supersoniques. Les missiles Onyx, tu vois, et puis le Kinzhal et tous ces nouveaux Iskander. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire? Avec quoi? Ils ont perdu la course aux armements. Je le dis publiquement depuis 10 ans maintenant. Ils l'ont simplement perdu, point final. Et il y a des écarts qui ne seront jamais comblés maintenant, tu vois, alors ils peuvent déclarer ce qu'ils veulent. Encore une fois, comme je l'ai dit, je suis Superman. Non, Batman, oui, vas-y, essaie de me contredire. Donc, si je l'ai dit, c'est que c'est vrai. André, dans l'esprit de la direction russe, y a-t-il une quelconque possibilité de, vous savez, chaque fois que Poutine parle du conflit en Ukraine, je vois quelqu'un de tellement rationnel,
que si demain, disons que l'Europe décidait de discuter avec la Russie pour parvenir à un accord raisonnable sur l'Ukraine, ils ne diraient pas non à l'Europe. Ils aideraient l'Europe, ils aideraient d'une certaine manière l'Europe à parvenir à ce type d'accord sur l'Ukraine. Mais quand ils ne voient pas cela se produire en Europe, ne pensez-vous pas qu'au fond, il s'agit des États-Unis et de la Russie? L'Europe fait partie de cette région. En gros, quand on parle de l'Europe, on parle de l'Europe occidentale, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Est-il possible de conclure une sorte d'accord avec ces pays? Non, pas avec eux, parce qu'ils mènent une lutte désespérée pour leur survie politique et peut-être même pour leur vie en dehors de la prison. Et Vladimir Poutine, il y a 2 jours, a déclaré « Nous sommes prêts à parler avec la future génération d'hommes politiques européens si elle apparaît. » Avec ce type-là, allons donc, il les a pratiquement traités de porcs. Alors quoi d'autre? Bon, on peut demander à M. Medvedev. Il a un vocabulaire bien plus riche pour insulter ces imbéciles, vous savez. Les Russes ne les considèrent pas comme des partenaires. Ils les voient, comme l'a encore dit M. Lavrov il y a 2 jours, comme la résurgence officielle du nazisme en Europe. C'est aussi simple que ça, franchement. Moi, je ne suis personne. Lui, c'est le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Il sort et dit « Nous voyons la renaissance du nazisme », ce qui est exactement ce qui se passe. Évidemment, sous le couvert de cette démocratie et de tout ce baratin avec plein de couleurs arc-en-ciel. Vous voyez. Mais la vérité, c'est que c'est ce qu'ils sont. Je suis désolé. Et c'est pour cela qu'ils veulent la guerre. Comme Vladimir Poutine l'a déjà déclaré, ils auront la guerre, une vraie, dont aucun d'entre eux n'a la moindre idée. Aucun, y compris leur armée. Ils sont pathétiques. Et voici ce qu'on leur a dit. Si vous commencez quoi que ce soit, vous êtes finis. Et peut-être même que vos pays le seront aussi. Si la population européenne ne comprend pas ce qui se passe, c'est un problème pour la population européenne. Ce n'est plus le problème de la Russie. Les Russes s'en moquent. L'immense majorité de la population russe aujourd'hui déteste l'Europe. Elle déteste l'Occident uni. Si ces gens ne comprennent pas cela et qu'ils parlent d'une superpuissance nucléaire capable de les anéantir en 15 minutes, eh bien, c'est leur problème. Ces gens sont stupides. Ils sont ignorants. Ils sont en gros comme Bojo, tu vois, et tous ces agents de bord. Ce sont les produits d'un système éducatif qui ne produit pratiquement rien. Ce sont des usines à diplôme qui fabriquent des gens comme les bons vieux garçons qui ne savent rien, vraiment rien. Et que veux-tu que je dise? On tourne en rond, on revient à la case départ. Si l'Europe ne veut pas produire une nouvelle génération ou un nouveau type d'homme politique, c'est le problème de l'Europe. Tu sais, il fut un temps où l'Union soviétique se souciait de son image à l'étranger parce qu'elle suivait une sorte de dogme idéologique. Les Russes, eux, ne se soucient plus de leur image maintenant, tu vois, aux yeux des Européens. Le fait est que les Russes prennent réellement plaisir à les voir paniquer à ce sujet. Les Russes n'ont pas besoin de leur amour. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Un changement tectonique s'est produit et c'est tout l'enjeu. Les Russes se moquent complètement de la façon dont ils sont perçus en Europe. Point final. Il en va de même pour les États-Unis. Mais encore une fois, les États-Unis sont une véritable superpuissance, bien qu'ils ne soient pas aussi grands qu'ils le prétendent. Les Russes parleront aux États-Unis. Avec l'Europe, c'est terminé. Quant à des dirigeants comme Orban qui viennent en Russie, eh bien, Orban fait face à un choix très difficile, car si la Hongrie essaye de continuer à marcher sur cette ligne étroite, ce qui est compréhensible pour un petit pays sans ressources considérables, cela va être compliqué. Il en va de même pour la Slovaquie. Et nous savons déjà que M. Fitzer a été blessé lors de leur, vous savez quoi, tentative d'assassinat. Son avion a été endommagé hier. D'une manière ou d'une autre, vous savez,
il est arrivé quelque chose à l'avion de M. Fitzer. Donc nous savons ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, la seule façon pour eux de survivre en tant que nations indépendantes, avec leur culture, avec leur, vous savez, vision de la vie, c'est de se détacher de l'Union européenne. Mais peuvent-ils le faire? J'en doute. C'est pourquoi nous observons ces dynamiques et que puis-je dire? Je veux dire, il y a très peu de choses que je puisse encore en dire. L'Europe est finie et elle doit mourir parce que ce n'est plus la civilisation occidentale. Tu sais, la propagande est tellement forte en Europe et ils ne respectent personne qui a une opinion différente sur la guerre. Par exemple, en Ukraine, nous savons ce qui arrive au colonel Jacques Pau. Jacques est comme, ça te dit tout, ce sont des lâches. Les Européens sont des lâches. Donc la seule chose qu'ils peuvent faire maintenant, c'est ça. C'est le terrain de jeu satanique. Ils veulent presque légitimer la pédophilie. Regarde le Royaume-Uni, leurs médias, leur élite politique. Je veux dire, ils ont déjà légalisé la prostitution, ils ont légalisé le trafic de drogue et ils le comptent dans le PIB, le produit intérieur brut. D'accord. Donc, je veux dire, ces gens sont à l'aise avec ça. Sauf, oh oui, nous sommes opprimés et tout ça. Eh bien, vous avez voté pour ça. Vous avez voté pour ça pendant des décennies, encore et encore. Les Français n'ont aucun droit de se plaindre, parce qu'avant 2 mandats de cet idiot de Macron qui détruit essentiellement la nation, ce qu'il en reste, ils élisaient Hollande, d'accord? L'autre type louche, tu vois? Les Allemands étaient satisfaits tant que Merkel était là, qui, soit dit en passant, infestait le pays de gens venus par ce qui est essentiellement de l'immigration illégale, tu vois. Et cette immigration, quoi, c'est européen? Non, ce n'est pas une immigration européenne. L'Europe va devenir, tu sais, comme le crime organisé albanais, trafic de drogue, prostitution, enlèvement d'enfants. Voilà leur avenir. Et les soupes populaires. Et ce n'est pas du genre, oh oui, Martianov déteste l'Europe. Non, ce n'est pas le cas. En fait, je suis d'accord avec ce que George Galloway a dit il y a quelques jours, parce que mon cœur saigne pour ces gens qui comprennent ce qui se passe. Mais pour la plupart, ils doivent chercher ce que signifie Mankurd. C'est tiré d'un célèbre roman de Chingiz Aitmatov. Et ce sont des Mankurdes, la plupart d'entre eux le sont. C'est ce qu'ils refusent d'admettre. La majorité des Européens, les Européens de l'Ouest et bien ceux de l'Est aussi, détestent les dieux russes. Et c'est ce qui les a menés à l'état où ils se trouvent. Et cela va devenir bien, bien pire. Comme je l'ai déjà dit, si l'on regarde de près la France ou le Royaume-Uni aujourd'hui, ils deviennent des pays du tiers-monde. De larges parties ressemblent à des trous à rats. Ils ne peuvent plus entretenir leurs infrastructures. C'est sale, c'est gangrené par la criminalité. Et maintenant, on a, oui, nous le savons, nous l'avons dit bien des fois. André, penses-tu que les États-Unis sont sur le point d'attaquer le Venezuela? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ça le problème. Je ne sais pas. Encore une fois, ça pourrait être de l'imitation. C'est Trump. Trump doit comprendre. Et il le comprend probablement. Enfin, il ne comprend sans doute pas. Mais il le ressent. D'accord? Ce n'est pas un homme instruit. Et ses facultés mentales se sont considérablement affaiblies depuis la première fois. Donc, même s'ils optent pour un changement de régime, parce que oui, attaquer, c'est la seule chose qu'ils puissent faire. Ils ne peuvent pas mener une opération interarmes dans un pays comme le Venezuela. Mais oui, Scott a tout à fait raison. Scott Ritter, il y a toutes sortes de forces spéciales sur le terrain. Ils essaieront de saper l'administration Maduro et ils y parviendront. Oui, il y a quoi maintenant? 50 millions de dollars sur sa tête. C'est donc ce qu'ils vont essayer. Ils pourraient lancer quelques Tomahawks et autres engins de ce genre, tu vois.
Mais n'oublie pas qu'il reste environ 2500 Tomahawks Block 4 et Block 5, du moins officiellement. Ce n'est pas beaucoup. Beaucoup de gens ne comprennent pas que ce n'est pas beaucoup, d'accord? Alors, vont-ils épuiser ce stock qui diminue pour faire exploser tout ce qu'ils peuvent? En gros, toutes les défenses aériennes, quelques bases aériennes et d'autres installations au Venezuela. Ils pourraient essayer. Mais encore une fois, il faut comprendre ce qui va se passer ensuite dans les relations internationales, ce qui va se passer avec le pétrole. Les États-Unis ont vraiment... Trump a perdu la main, tu vois, parce qu'il pense que les États-Unis peuvent contrôler la question des hydrocarbures. Ce n'est pas possible. Donc, oui, c'est une possibilité. À quel point elle est probable, je n'en sais rien. Encore une fois, Trump est totalement chaotique. Peut-être que quelqu'un lui dit que ses déclarations grandioses sur la réussite des États-Unis relèvent entièrement du fantasme. En gros, tu vois. Et puis, bien sûr, oui, nous avons cela, comme l'a déclaré Doug McGregor. Il y a environ 100 000 militants venus de Colombie, postés à la frontière, prêts à entrer avec un seul objectif, tuer le plus d'Américains possible. Donc cela réduit, enfin le Pentagone doit comprendre que tout type de véritable... S'ils y vont, c'est fini. Il va y avoir un bain de sang, je veux dire un véritable massacre. Et cela pourrait même faire paraître le Vietnam, enfin tu vois. Surtout si l'on considère que de nombreux pays d'Amérique latine partagent évidemment une frontière terrestre avec le Venezuela. Donc tu sais, c'est encore une autre histoire. Mais qui sait? Leur idée est clairement de renverser Maduro et d'installer un nouveau régime. Ce régime, s'il réussisse, tiendra-t-il? Je n'en sais rien. Je ne suis pas un spécialiste de l'Amérique latine, donc tu en sais bien plus que moi à ce sujet. ils ne vont rien faire, André, de différent de ce qu'ils ont fait en Irak, en Afghanistan, en Libye et maintenant en Syrie. Eh bien oui, on le sait. Mais tu sais, il faut comprendre. Le Venezuela, c'est pas l'Irak, d'accord? Ce n'est pas vraiment l'Irak. Ce n'est pas l'Irak. C'est différent. Totalement différent. Oui, surtout les gens. Oui, le peuple. Tout le monde est content ici en Amérique latine. Tout le monde est contre ce que les États-Unis font au Venezuela. Donc oui, s'ils veulent une guerre de guérilla sur les bras, ils l'auront probablement. Et oui, on parle de pays à l'échelle du Brésil, plus de 200 millions d'habitants. Il y aura beaucoup de volontaires qui iront se battre là-bas. Il y a la Colombie, qui a beaucoup de comptes à régler avec les États-Unis pour diverses raisons, certaines franchement mauvaises. Et quand on y regarde de près, c'est quelque chose de très sérieux. Et il y a là-bas beaucoup d'armes, Revez. Et Ineda. Oui, exactement. André, il y a 4 jours, il y a eu une réunion avec l'Iran, la Russie, la Chine et le Pakistan. Ils se sont tous réunis pour discuter de la situation en Afghanistan. Tu sais, le retour des troupes américaines là-bas, c'est important, car l'Afghanistan compte pour la Russie, l'Iran, la Chine et pour toute la région. En ce qui concerne le Caucase du Sud, à quel point est-ce important? Penses-tu que Donald Trump enverrait à nouveau des troupes américaines à la base aérienne de Bagram? Il peut essayer, car évidemment les personnes qui lui donnent des conseils militaires sont aussi incompétentes que lui. Mais il peut essayer. Mon Dieu, ce sera intéressant, tu sais. Et alors, que puis-je dire? Oui, même aux États-Unis, beaucoup de gens disent « Quoi? Nous venons juste de... » Donc oui, mais encore une fois, n'oublions pas, c'est Trump. Il y a beaucoup de vent qui circule, tu sais. Et il adore faire semblant d'être aux commandes, de contrôler l'univers, tu vois. Alors je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ces gens pensent. Il y a un peu de bon sens, évidemment, qui en ressort. D'autres, eh bien, les États-Unis ne sont pas une hyperpuissance. C'est une superpuissance, mais une superpuissance en net déclin.
et elle n'a plus vraiment la capacité de mener de grandes opérations terrestres. Ce qu'elle peut faire, c'est déployer un peu de force. Vous savez, ils vont rassembler un groupe de marines, de forces spéciales, d'agents de la CIA, et tout ça, puis les renvoyer en Afghanistan. Et devinez quoi? Ils continueront à se faire tuer après ça. C'est aussi simple que ça. Et n'oubliez pas l'Inde, qui a elle aussi un grand intérêt, vraiment un grand intérêt, en Afghanistan. Et vous savez quoi? Les talibans, les Russes reconnaissent que les talibans sont là. Ils n'aiment pas ça, mais ils l'acceptent comme la réalité officielle, comme le gouvernement. Donc beaucoup de choses peuvent se passer là-bas sur le terrain. L'Iran, c'est pareil, Andrei. Ils n'aiment pas ça, mais ils n'ont pas le choix. Oui, c'est la réalité du monde. Oui, il faut travailler. Donc oui. Et puis évidemment, une fois que les cercueils recouverts de la bannière étoilée commenceront à revenir aux États-Unis, même s'ils essaieront de le dissimuler, ce sera « Ah oui, il y a des terroristes » et tout le reste. Non, ils se battront dans leur propre pays. Que puis-je dire? Et cette fois, comme après le 11 septembre, lorsque la Russie coopérait avec les États-Unis en fournissant et en autorisant l'utilisation de ces aérodromes et de ces centres logistiques en Russie et en Asie centrale, ils peuvent essayer de parler à des pays comme le Tadjikistan ou d'autres. Mais oui, ils sont militairement et économiquement impuissants. Alors, que vont-ils faire? Dépenser encore quelques milliers de milliards de dollars sans aucun succès. Et qu'est-ce que le succès en Afghanistan? Que cherche-t-il à faire? Tout le monde a déjà vu comment ils ont trahi les personnes qui avaient coopéré avec eux. Donc très peu seront prêts à s'y engager. Malgré le fait que, évidemment, je ne sois pas un partisan des talibans, je n'aime pas ce qu'ils font, mais au moins, ils ont réussi à instaurer une certaine forme d'ordre avant que l'Afghanistan puisse aller plus loin. Et mais notamment en développant ses ressources et son activité économique parmi ces populations. Je veux dire, parmi ces pays dont nous venons de parler, bien sûr l'Iran, la Russie, l'Inde, la Chine. Et c'est pourquoi les États-Unis, il faut le comprendre, les gens aux États-Unis n'ont aucun penseur stratégique de renom. Aucune. Zéro. Cela n'existe pas. Le Council on Foreign Relations est une plaisanterie, y compris tous leurs spécialistes, diplomates et généraux confondus. La seule chose qu'ils perçoivent, c'est une sorte d'instabilité, un point quelque part dans la masse continentale eurasienne où des conflits pourraient éclater. Ils ne le peuvent pas. Réalistement, économiquement, les États-Unis ne sont pas aussi puissants qu'ils essaient de se présenter. En réalité, si l'on regarde de près l'industrie manufacturière américaine aujourd'hui, surtout son incapacité à soutenir la force que représente, même réduit, l'armée de l'air et la marine américaine, ce sont des forces en déclin. Beaucoup d'entre elles sont obsolètes. Par exemple, l'armée de l'air américaine est une force dépassée, non conçue pour combattre dans une guerre moderne. Ils peuvent faire autant de films qu'ils veulent sur leur grandeur, mais il n'y a pas un seul pilote là-bas capable de voler dans un véritable environnement de combat moderne. Alors qu'ont-ils fait? Oh, formons une force et lançons-la. Voilà l'idée. Je ne dis pas que cela va arriver, mais lançons-la au cœur du continent eurasiatique et voyons comment nous pouvons saboter les BRICS, vous voyez. Et le problème, bien sûr, c'est qu'ils ne le peuvent pas. Ils peuvent encore une fois déclencher toutes sortes de choses, y compris des opérations liées à la drogue. Mais que puis-je dire? Je ne pense pas qu'ils l'ignoraient déjà. Ils mentaient déjà en 2006. Si vous allez lire les Washington Files, les Afghanistan Papers, ils ont commencé à mentir dès 2006. Tous ces généraux américains, comme Petraeus, tous ces gens, vous savez, disant « Oh oui, nous gagnons ». Eh bien, en réalité, ils avaient déjà compris qu'ils avaient perdu ce jour-là. Il leur a fallu, 14 ans pour maintenir la mascarade, tuer encore plus de gens,
bombarder encore plus de mariages afghans, tuer encore plus de GI. Et bien sûr, ces contractants, que personne ne compte même parmi les morts militaires. Ce sont des contractants, d'accord. Mais en réalité, ce sont pratiquement des GI professionnels, simplement en uniforme civil, ou en tenue civile si tu préfères. Et bon, qu'ils le fassent, s'ils le veulent. Donc je vois ce qui va se passer. Ils ne peuvent pas arrêter l'unification économique du continent eurasiatique, qui est déjà en cours. Et oui, le fait qu'ils se soient rencontrés à Téhéran en est la plus grande preuve. Je pense, pour conclure cette session, André, que l'objectif principal de l'administration Trump est d'affaiblir les BRICS. Mais regardez l'Ukraine, la situation en Ukraine, le Moyen-Orient, regardez le Venezuela, le cas du Venezuela, l'Eurasie, comme vous le dites, le Caucase du Sud. Ils ont toutes les raisons de rendre les BRICS plus forts qu'auparavant. Chacun de ces pays participants aux BRICS veut un meilleur BRICS pour améliorer les BRICS. Oui, absolument. Et puis, bien sûr, il y a l'Organisation de coopération de Shanghai, qui, à mon avis, finira par devenir un véritable bloc militaire. Mais ça dépend de... Eh bien, c'est pour cela que nous avons cette stratégie de sécurité nationale, vous savez. Encore une fois, c'est pour tout ce qui est bien contre tout ce qui est mal. Mais les États-Unis ne peuvent pas sauver leur position, largement exagérée d'ailleurs. Comme s'ils pensaient qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, oh oui, nous sommes les seuls, nous avons vaincu l'Union soviétique. Non, ce n'est pas le cas. L'Union soviétique s'est désintégrée pour des raisons complètement différentes. Et la seule chose qu'ils peuvent faire maintenant, c'est de la propagande et toutes sortes d'opérations de subversion. Militairement, les États-Unis sont loin de ce qu'ils essayent de faire croire, surtout en termes risques. Mais oui, si les États-Unis veulent rester simplement une autre grande puissance, et nous avons maintenant ce genre de, vous savez, spectre de superpuissance qui émerge, ou plutôt qui a déjà émergé, la Russie, la Chine est une superpuissance économique. Je ne la qualifierai pas encore de superpuissance militaire, mais c'est assurément une méga-puissance économique. C'est économiquement fou, c'est gigantesque. Et bien sûr, nous avons l'Inde qui avance sur cette voie, avec des difficultés, mais elle progresse, elle essaie d'y parvenir. Donc oui, si les États-Unis veulent être un égal parmi les égaux, bien sûr, personne ne nie qu'ils restent une superpuissance nucléaire. Mais à part cela, oui, ils veulent progresser. Beaucoup de gens disent, à mon avis, qu'il n'y a plus grand-chose à en tirer. Oui, merci beaucoup André d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Plaisir, au revoir.